Alors, il est né en 1973 à Tours, un doc de droit, un master de journalisme. Et pour financer ça, tu bossais à la Poste. Pourquoi la Poste? Parce que ma maman travaillait à la Poste et que j'ai eu l'opportunité, effectivement, d'être postier pendant 1 an. Voilà, ça m'a appris la vie, ça m'a appris notamment à choisir le bon carburant pour la voiture. Premier jour de distribution, parce que j'avais la chance de faire une distribution en voiture, je monte dans la voiture qui n'avait plus d'essence, je vais à la station, je mets du super, je vais payer, et là, le caissier, enfin la personne qui était, le pompiste me dit: «Vous êtes sûr que c'est du super?» Et là, grand blanc, grand silence, moment de solitude. Et donc, pour ma première tournée, on a dû venir chercher la voiture avec une dépanneuse. J'ai dû aller chercher une autre voiture pour partir faire ma tournée, etc. etc. Voilà. Alors ensuite, 6 ans dans une radio que tout le monde connaît, Média Tropical. Qui n'a pas écouté une fois dans sa vie Média Tropical? Non, mais qui a écouté Média Tropical? Ah ben voilà. Ah ben voilà. Il y en a un, deux, trois, ben voilà. Bah, non, ils sont un certain nombre. C'est dingue. Alors, raconte tout. Donc, c'était tes tout débuts. C'était une belle aventure aussi. Hein. Magnifique aventure. C'est une radio communautaire, ce qui a sans doute un sens à l'époque, parce que moi j'ai postulé dans des radios nationales, après l'obtention de mon diplôme de journaliste. La radio qui m'a donné ma chance, c'était une radio communautaire antillaise. Donc moi je suis originaire de la Martinique, donc c'est quelque chose qui me parlait particulièrement. Mais l'avantage que j'ai eu dans cette radio, c'est comme quand vous êtes dans les petites structures, vous faites de tout. Et comme les responsables politiques de haut rang venaient draguer la communauté antillaise au moment des élections, j'ai eu la chance très tôt de faire des émissions avec voilà, les plus grands responsables politiques. Voilà, donc ça a été très formateur. Alors après, tu rejoins le groupe Radio France. Au début, c'était les piges. Hein. Oui, j'ai fait partie de ce qu'on appelait le planning des CDD de Radio France. Donc j'allais remplacer sur tout le territoire, dans les locales de France Bleu à l'époque, j'allais remplacer les titulaires. Et ensuite, tu rencontres un certain Bernard, et là, pof, tu vas passer en télé. Ouais, j'ai rencontré, ça arrive de temps en temps d'avoir comme ça des vrais coups de cœur professionnels, et je rencontre Bernard Zécry à une soirée qui est organisée dans un ministère sur les questions de diversité. Et là, voilà, vrai coup de cœur professionnel. Et Bernard, qui était à l'époque directeur de l'information de Canal+ et iTélé, me propose de quitter la radio pour passer en télé. Alors, comme je le dis souvent, moi, si j'ai fait cette transition, c'est pas tellement par fascination pour la télé, parce que quand j'ai voulu être journaliste au départ, c'était pas particulièrement pour faire de la télé, mais ce qui me proposait, c'était un format différent. C'était le journal de 18 heures, qui était l'espèce de prime time sur iTélé, qui était un journal long, où j'avais une vraie maîtrise éditoriale, où je pouvais choisir mes invités avec mon rédacteur en chef. Et c'est l'exercice qui m'a fait passer de la radio, où je faisais des journaux un peu courts, journaux de France Info sont des journaux courts, à un exercice un peu plus long. En revanche, tu as quand même un gros regret dans ta vie, tu n'as jamais présenté la météo. Alors ça c'est une anecdote que je rappelle souvent, parce qu'elle me semble importante de ce dont on va parler tout à l'heure, la métaphysique et les mécanismes de vie. C'est qu'en 2000, alors que je suis justement à Radio France à faire mes petits remplacements, je suis contacté très indirectement par TF1 qui cherche un remplaçant à Alain Gillot-Pétré à l'époque pour présenter la météo. Une star quand même. Hein. Une star. Je m'engage dans cette démarche sans trop savoir ce que c'était au départ. Je suis reçu par Evelyne Delia, délicieuse, très professionnelle, avec laquelle je passe 3 jours de formation. Ça se passe super bien. Et à la fin de cette formation, Robert Namias et Xavier Couture, qui étaient à l'époque les directeurs d'antenne de TF1 et de la rédaction et de l'information de TF1, me proposent le poste en me le vendant comme ce qu'il était effectivement, un poste très exposé, un bon salaire, de la stabilité, etc. Donc moi, évidemment, ça fait envie. Oui. Mais je demande quand même à ce que j'ai un poste de journaliste d'information générale, ce qui est ma vocation de départ, dans le groupe TF1, en l'occurrence à LCI. En plus de la météo, parce que c'était à mi-temps. Ça m'est refusé, et donc je refuse le poste. Je refuse le poste, à la grande déception des personnes qui me le proposaient. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en gardant ce désir, cette volonté de faire du journalisme d'information générale, 6 ans après, on va y venir, Patrick Lelay me contacte et me propose de remplacer Patrick Poivre d'Arvor au 20h de TF1. Comme quoi, il ne faut jamais lâcher son objectif. Exactement. Bon, là, tu t'es éclaté, c'était quand même génial. D'abord, tu as côtoyé les grandes stars et puis tu t'es fait connaître aussi le grand public. Oui, c'est vrai que c'est un changement d'échelle. Ce n'est pas un changement de métier, c'est un changement d'échelle. Il y a plein de gens qui vous découvrent, alors que effectivement, j'avais fait 10 ans de radio avant, j'avais travaillé à Canal+, iTélé, etc. Et donc, c'est effectivement...
pour moi, plus du plaisir évidemment, mais de la responsabilité, parce que quand vous parlez à des millions de personnes, bah, évidemment, si vous faites une erreur, ce n'est pas les mêmes conséquences que si vous parlez à beaucoup moins de personnes. Donc c'est très responsabilisant, et puis vous êtes quand même euh, la personne qui porte le travail de toute une rédaction, hein, une rédaction qui est puissante, qui est très professionnelle, et donc le premier média à la télé en France. Vous devez d'être à la hauteur, mais ça s'est très bien passé. 2006, donc c'est le début de 7 à 8. Au début, vous étiez deux, puis après, 2 ans après, tu es tout seul comme un grand. Oui, c'est ça. J'ai commencé avec Anne-Sophie Lapix. On a co-présenté 7 à 8 pendant 2 saisons, de 2006 à 2008. Et puis ensuite, elle est partie pour Canal+. Et donc, j'ai continué à porter ce magazine tout seul. Ça fait maintenant 19 saisons C'est fou que quand je même. présente 7 Tu à prends 8. toujours Le ton temps pied, passe vite. t'es content de travailler, t'es content Oui, de j'adore faire cette rédaction. Ouais. J'aime beaucoup cette émission. Je trouve qu'on a une façon unique de raconter des histoires d'actualité. Ça, on le doit à Emmanuel Chin, qui est le producteur de 7 à 8, qui est son concepteur, et qui estime, et il a raison je pense, que l'actualité doit être incarnée, et que c'est en suivant des gens, en ayant un maximum d'accès à ce qu'ils vivent, qu'on peut, de la façon la plus humaine et la plus intéressante et la plus vivante, montrer des faits d'actualité. Emmanuel Chin, qui était notre invité au Wine Business en 1991, quand il présentait Capital, qui était quand même un grand moment de télé aussi à l'époque. Alors, indépendamment de ça, donc là, c'est la vie qu'on peut connaître d'Harry, mais il y a d'autres choses qu'on connaît moins, avouables, pour l'instant. Notamment, tu es proche de start-up, tu as investi et tu accompagnes des start-up, Harry. Oui, j'accompagne des startups parce que je suis passionné par la création. Je pense que parmi les pulsions essentielles et fondamentales de l'être humain, il y a celle de créer. Alors on peut créer de diverses manières, on peut créer une famille, on peut se créer, on peut faire de la couture, on peut faire plein de choses, mais cette pulsion de création, moi je la trouve vraiment dans l'entrepreneuriat, parce que pour moi c'est une aventure éminemment humaine, parce que vous vous rassemblez avec des êtres humains, en général qu'on choisit, alors pas toujours, mais qu'on peut choisir pour faire des produits et des services pour des êtres humains. Donc on est au cœur vraiment, pour moi, de l'humanité. Si je te dis la fracture, tu penses à quoi? Alors j'ai eu la chance de jamais être allé à l'hôpital pour une fracture, mais Malgré j'ai fait un judo, film, malgré le judo. ouais. Mais il est bien renseigné. Hein. Ouais. Mais j'ai fait C'est juillet. Hein, j'ai fait un film qui s'appelle Fracture, effectivement. J'ai aussi peut-être cette particularité, c'est que j'assume vraiment tout ce que j'ai envie de faire et dont je me sens capable. Et donc, effectivement, sans avoir d'expérience particulière dans le cinéma, j'ai écrit ce scénario, j'ai trouvé un coproducteur pour m'accompagner dans cette histoire, donc on est parti en coproduction. Et puis, comme trouver un réalisateur était un peu compliqué pour le sujet, pour notre timing, etc., j'ai décidé de le réaliser. Et donc, on a fait ce film en 2015 qui nous a permis d'aller à New York, d'obtenir un prix dans un festival de cinéma new-yorkais, de monter les marches à Cannes avec l'équipe en 2018. Enfin, c'était fantastique. Bon, tu bosses tout le temps, t'écris quoi? Tu m'as dit que tu te réveillais parfois à 2h du mat pour écrire un truc, 3h du mat, enfin, t'es insomniaque, non? Ainsi va l'inspiration. L'inspiration, elle s'impose à vous, et pour ne pas la perdre, moi, je consigne le plus vite possible. Donc, s'il faut se lever à 2h du matin, je me lève à 2h du matin. Bon, ton premier bouquin, c'était en 2007. Et là, le dernier, donc là, Dieu, la source. Alors, explique-nous avec des mots simples, parce que là, je ne sais pas qui l'a acheté. Là, tout à l'heure, il y en a encore plein. Non, il en reste 2 à vendre. C'est quoi la logique? Tu nous amènes sur un chemin pour découvrir l'éternité? C'est quoi la façon dont tu amènes l'individu à penser? Alors, je fais ce qu'on appelle de la métaphysique. C'est un mot qui fait très peur, mais qui en vérité, il n'a pas lieu d'avoir peur de ce mot. C'est simplement étudier le plus vaste concept qu'on puisse étudier, c'est l'existence. Et ça a plusieurs avantages d'étudier l'existence. Le premier, c'est que comme l'existence sous-tend la vie c'est une parenthèse d'existence. L'existence, c'est ce qui vit existe, mais il y a de l'existence qui ne vit pas. Donc l'existence, c'est vraiment le sous-jacent. Et bien connaître la mécanique de l'existence, ça permet de connaître la mécanique de la vie. Et c'est comme si on vous met sur un circuit de Formule 1 dans un baquet de voitures de Formule 1, eh bien vous ne saurez pas l'exploiter correctement et vous risquez même un accident. Eh bien la vie, c'est un peu pareil. On est projeté dans la vie, on a l'impression qu'on ne l'a pas choisi et qu'on n'a pas besoin de connaître les mécanismes qui sous-tendent la vie, donc l'existence. Or, quand on connaît ces mécanismes, eh bien on guide mieux sa vie, on pilote mieux sa vie, comme on pilote mieux la Formule 1 quand on connaît la mécanique de la Formule 1, quand on sait activer les différents leviers. Et la deuxième chose importante de la métaphysique, c'est que c'est surtout, et pour moi ça c'est important, moi tout à l'heure je buvais du petit lait pendant
pendant le premier débat, La conférence sur conférence lors de laquelle les entreprises à on mission avec parlait le million. des entreprises à mission, parce que c'est ça aussi la métaphysique. La métaphysique, ce sont des principes de guidance collective. Et la métaphysique, ça amène effectivement à une réflexion sur les idées de performance, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça invite aussi et surtout à la relation harmonieuse. Et la relation harmonieuse, ce n'est pas une performance pour les uns qui sera faite aux dépens des autres. La relation harmonieuse, c'est la prise en compte d'un système le plus large possible, d'un intérêt le plus large possible. On parlait d'intérêt planétaire tout à l'heure. La métaphysique va même jusqu'à parler d'intérêt universel, parce qu'on étudie l'univers dans son histoire, depuis son origine présumée jusqu'à maintenant. Et l'idée, c'est effectivement, dans son fonctionnement, de prendre en compte cet intérêt le plus général possible. Et ça si c'est pris en compte et si c'est suivi, ça changera vraiment et profondément la façon dont on interagit les uns avec les autres et la façon dont on interagit sur cette planète avec notre environnement, et ça peut vraiment nous mener vers une vie idéale. Donc c'est hyper important pour moi. Et cette prise de conscience, Harry, on peut l'avoir à tout âge? C'est-à-dire que si on a 20 ans, on lit ce bouquin, on comprend des choses, 40, 50, 60, 115 ans comme Alain Juillet? Évidemment. Qu'est-ce qu'il dit comme connerie? Non, mais évidemment, il n'est pas trop tard pour naître, c'est le titre d'ailleurs de mon premier livre. Ça veut dire qu'individuellement et collectivement, il n'est pas encore trop tard pour comprendre ces choses fondamentales et les mettre en œuvre. L'enjeu, c'est vraiment aujourd'hui de rehausser notre niveau éthique à la hauteur de notre niveau, de notre pouvoir technologique. L'être humain, il a beaucoup évolué depuis la préhistoire, il a beaucoup évolué sur le plan de la technologie. C'est normal parce que la nature était très hostile, il a fallu se mettre à l'abri, puis prendre le contrôle de cette nature. Ça s'est fait avec un carburant qui s'appelle la peur. C'est la peur qui nous a permis, qui nous a stimulés et qui nous a permis de mettre en place tous ces outils technologiques. Maintenant, pour un développement équilibré, il faut que notre développement éthique rejoigne notre développement technologique, et ça, c'est la métaphysique qui permet, entre autres, de faire ça. Et toi, Harry, qui a été ton mentor? Qui t'a permis de comprendre qui t'étais? Mes parents, beaucoup. Et puis la confrontation avec les autres. En fait, je pense que tous les autres m'ont permis de comprendre qui j'étais. C'est l'avantage du métier de journaliste, c'est que vous êtes amené à rencontrer des gens que vous ne rencontreriez jamais dans la vie de tous les jours. Et ça aide à savoir effectivement qui l'on est. Donc mon métier m'a aidé à mieux me connaître. Ouais. Et c'est facile de rester normal quand tu as toutes les femmes qui te demandent en mariage? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et deux, alors non mais pour être un petit peu sérieux sur le sujet, moi j'ai toujours fait la différence entre ce qui était lié aux médias et ce qui était induit par ma présence sur le média et ce qui était lié à moi, à ce que je suis, etc. Et je pense qu'effectivement, une grande partie de la fascination que peuvent exercer, qu'ont pu exercer, parce que c'est beaucoup moins vrai maintenant, les personnalités télé, c'est que cette télévision, elle a quand même un pouvoir sur les gens, et c'est le média qui fait ce... Harry, donc tu es aussi un épicurien, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Tu as une copine qui est vigneronne à Tours, mais toi, ton cœur, il penche plutôt vers la Bourgogne, par exemple? Dans ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, l'amour du vin et l'amour des choses, c'est surtout des rencontres. Ce sont de grandes caves qui permettent de connaître les... Et moi, j'ai un ami qui vit dans la Bresse, qui s'appelle Dominique Prudent et qui a une cave incroyable. Et il m'a fait découvrir des Côtes-Rôties, des Saint-Joseph, des vins que je connaissais absolument pas, en plus associés avec du bon bœuf charolais. Et donc, effectivement, j'ai un goût particulier pour ces vins-là. Ouais. J'ai écrit au début de ce livre que pour moi, ma mission de vie, en tout cas l'une de mes missions de vie essentielles aujourd'hui, c'est de partager l'intérêt pour la métaphysique et ce que la métaphysique nous apprend. Parce que je pense sincèrement que ça peut vraiment avoir un impact sur l'évolution de l'humanité et sur le fait que l'humanité s'inscrive dans une évolution durable. Parce que le risque qu'on court aujourd'hui avec autant de disharmonie, autant de conflits, c'est pour moi une disparition prématurée. Moi, je ne pense pas qu'on fera sauter la planète, mais je pense qu'on peut en disparaître. Ouais. Les moments forts de vie dans les rédactions sont souvent liés aux moments forts
dans la société dans laquelle on est. Et c'est vrai que les attentats de 2015 ont été un moment extrêmement fort dans la vie de 7 à 8, puisque ces attentats sont survenus un vendredi. Et nous, le dimanche, on avait décidé de consacrer toute une émission, qui fait quand même 1h30, au sujet. Et il n'y a rien de pire quand vous êtes journaliste, quand vous êtes reporter, que d'aller voir des gens qui sont endeuillés, qui ont vécu un drame terrible, pour leur demander de partager ce drame à la télévision. Et pourtant, cette rédaction qui est vraiment extraordinaire, avec des gens d'expérience, avec des gens très empathiques, on a réussi à avoir des témoignages extraordinaires, les gens se sont confiés, les gens ont partagé cette terrible épreuve qu'ils vivaient, et ça nous a permis de faire une émission qui était vraiment extrêmement forte, et je pense que c'était aussi pour tous les gens qui l'ont regardé une forme de catharsis. Et donc ça sert aussi. C'est utile. Mais ce moment-là, ces 48 heures pendant lesquelles la rédaction était mobilisée, H24, on a très très peu dormi pendant ces 48 heures, c'est un moment très fort. Bon, et pour terminer, le judo, tu étais ceinture noire, combien de dan? Ceinture noire, première dan. C'est tout ? Je n'ai pas. Vas-y. On met un tatami, on y va si allez, tu veux. Dieu, la source, le tatami et l'univers philosophal, c'est Merci. Harry Rosenbach. Merci beaucoup, Harry. Merci, bravo.